Bonjour à tous et merci d'être là. Ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est l'Afrique. L'Afrique et toutes les bonnes nouvelles qui semblent venir de l'Afrique actuellement. Alors, je vais d'abord vous demander à tous de vous présenter et surtout de présenter votre entreprise. On va commencer par Monsieur Elbez, David Elbez, dont vous êtes directeur général du groupe Necotrans. Et votre entreprise, c'est des ports, la logistique et de la distribution. Eh ben, sur l'activité, je pense que vous avez tout dit. Non, principalement orienté sur l'Afrique, effectivement. Le groupe Necotrans a 30 ans d'existence, aura 30 ans d'existence en 2015, et un chiffre d'affaires proche du milliard d'euros. C'est une entreprise familiale. L'effectif, c'est 3500 collaborateurs, dont 2800 en Afrique, pour situer un petit peu l'importance de ce continent pour nous. Et nous sommes installés dans 30 pays d'Afrique. Nous avons 126 agences réparties dans ces pays. Et je dirais que sur les pays porteurs et les pays clés, nous avons à peu près une trentaine d'agences sur le continent africain. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est logistique portuaire, maritime, aérienne, agences maritimes, représentation d'armateurs, transit, soutien logistique au secteur pétrolier. Et puis nous avons aussi une branche de distribution automobile et équipement. Merci. À côté de vous, Thierry de Margerie, vice-président Afrique d'Alstom International. Oui, bonjour. Bon, Alstom est un peu connu, je crois, mais donc nous sommes une entreprise qui réalise des projets d'infrastructure dans la production d'énergie, la transmission de l'électricité et le transport. En Afrique, nos grandes régions d'implantation, c'est le cône sud, l'Afrique du Sud en premier lieu, et l'Afrique du Nord. Mais nous avons aussi une présence au Nigeria, au Kenya, et partout nous avons des projets en cours, qu'ils soient hydrauliques, hydroélectriques, donc des centrales gaz, éoliennes, et un certain nombre de projets de transport sont en train d'émerger. Alors là, deux mastodontes. À côté, Bruno Bouygues, vous êtes directeur général de GIS. J'ai envie de dire c'est une PME qui explose actuellement. Je vous remercie. GIS est une entreprise de taille intermédiaire qui a deux corps d'activité. Le soudage d'un côté, la fabrication d'équipements de soudage, et la fabrication d'équipements de garage. Et on a eu la chance donc de signer un contrat prestigieux il y a une semaine avec le groupe Volkswagen pour équiper le monde entier. Donc c'est pour ça qu'on a eu un peu de visibilité. Le groupe est de 600 personnes implanté dans 5 pays. Et on a commencé en Afrique à vendre nos premiers produits il y a 3 ans en Afrique. Et je pense que cette année, on fera 6% de notre chiffre d'affaires en Afrique. Donc vous êtes un jeune Africain, vous allez avoir un tas de choses à nous dire. Jean-Jacques Lestrade. Bonjour. Ponticelli. Alors nous, on est aussi présent en Afrique depuis pas mal d'années. On a beaucoup construit d'installations pétrolières et raffineries en Afrique il y a 25-30 ans. Je dirais que les 3/4 des plateformes du Golfe de Guinée ont été construites dans nos ateliers à Bordeaux, en baisse. Et on s'est implanté il y a une vingtaine d'années. On a décidé d'être plus permanent et d'avoir des implantations fixes pour produire également localement en Afrique. Et on est principalement installé aujourd'hui au Nigeria et en Angola, Gabon, Congo, Afrique du Sud, Algérie, si on part du Nord, Algérie, Libye où on était, mais on a arrêté. Voilà. Vous parliez du chiffre d'affaires ce matin. Le chiffre d'affaires, on fait à peu près un peu plus de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires et on fait 55% de notre activité à l'export. Voilà. 55% en dehors de l'Europe. En dehors de l'Europe. À côté, Bruno Paré. Alors, vous êtes une ETI ou une PME sénégalaise, en fait, africaine complètement. Par rapport à tous ces grands, je suis une PME, le petit poussé. Malgré tout, nous sommes en Afrique depuis bientôt 70 ans. Donc, notre entreprise familiale, qui s'appelle Sénéméca, a traversé toutes ces décennies et a acquis un certain savoir-faire pour savoir développer sa compétence en mécanique, électromécanique, réparation marine et énergie. Et nous intervenons de Dakar à Niamey, en passant par tous les pays, et de Casablanca à Abidjan, et également en passant par tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Nous employons une centaine de personnes. Une centaine de personnes. À côté de vous, Jean-Michel Marmotto, alors c'est le bureau Veritas, les contrôles.
Exactement, donc le groupe Bureau Veritas est une vieille société qui existe depuis 1828, donc spécialisée dans la vérification de conformité, l'inspection et la certification. Nous sommes près de 65 000 personnes à travers le monde, dans 140 pays. On fait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, desquels 10% sur le continent africain, sur lequel nous sommes présents depuis le début des années 80. Voilà, et les différents domaines d'activité, essentiellement la marine, le pétrole, le gaz, et les contrats de gouvernement qui sont importants pour nous, notamment sur le continent africain. Alors, ce qui nous réunit, c'est justement le nouveau visage de l'Afrique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a parlé de l'Afrique uniquement avec beaucoup de commisération et de tristesse. Et maintenant, on voit les médias qui sont tout excités en disant « ça y est, l'Afrique décolle, l'Afrique décolle ». Et je voudrais avoir votre sentiment sur ce décollage, bien sûr, mais une analyse et la manière dont vous le ressentez aux endroits où vous êtes. Et quand on parle de décollage de l'Afrique, on a l'impression que ça décolle comme un seul homme. J'imagine que vous, avec vos expériences de terrain, vous allez me dire des choses différentes. Alors, qui commence? Jean-Jacques, peut-être? D'abord, il ne faut pas parler d'Afrique. L'Afrique, c'est 53 pays. Il n'y a pas un seul pays identique. Il n'y a pas une problématique identique dans chaque pays. Donc, il faut bien parler de... Chaque pays est différent. Donc ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Et c'est pas parce qu'on a une expérience dans un pays qu'on peut la reproduire dans un autre pays. Les environnements économiques, politiques, sécuritaires, sanitaires sont tous différents d'un pays à l'autre. Et à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Mais juste pour donner aussi une autre image, qu'on oublie un petit peu, c'est Bruno qui rappelait ça tout à l'heure, l'Afrique c'est un très grand pays qui malheureusement est très mal représenté souvent sur les cartes. Il faut imaginer que l'Afrique c'est tellement grand qu'on peut mettre au niveau surface toute l'Europe, les États-Unis, la Chine et un certain nombre d'autres pays comme l'Argentine, le Mexique, etc. Et avec tous ces pays-là, vous n'arrivez pas à remplir la carte de l'Afrique. Donc c'est pour vous dire un petit peu la taille que l'Afrique a aujourd'hui. C'est 30 millions de kilomètres carrés. Donc si vous voulez, il n'y a pas une problématique unique et chaque pays est différent. C'est sûr que c'est beaucoup d'opportunités également. Quoi, hein. Vous représentez un petit peu, avec vos deux métiers principaux, le cœur de l'activité économique de l'Afrique. Comment vous le ressentez, ça? Comment vous ressentez le décollage? Et qu'est-ce que vous en pensez sur la manière d'en profiter, bien sûr? Alors, nous sommes effectivement au milieu des échanges parce que nous gérons logistiquement l'import comme les intrants, comme l'export. Aussi bien des productions agricoles locales comme le cacao ou le coton qu'on peut gérer au niveau logistique, ou les biens d'infrastructure, les biens d'équipement qu'on a à gérer pour des armateurs ou pour nos clients, ou pour des industriels qui produisent localement. Mais comme on le disait, c'est à géométrie variable. Il y a plusieurs règles qui font qu'un pays peut être en croissance. Vous avez des pays qui ont connu des crises et qui ont un effet de rattrapage structurel important. On l'a connu notamment en Angola ces 10 dernières années. Vous avez des pays qui évoluent en termes de gouvernance. Le Sénégal est un modèle en termes de, je dirais, de gouvernance politique, d'évolution. Mais l'Éthiopie, qui a peu de ressources, est aujourd'hui un pays à forte croissance et qui est un pays qui est géré. Et donc, ce sont des terrains favorables, je dirais, au développement économique et à la confiance des investisseurs. Après, sinon, vous avez aussi des critères qui sont liés aux matières premières, aux ressources propres du pays et des pays qui, avec des ressources identiques, souvent peut-être avec des problèmes de gouvernance, n'auront pas forcément la même dynamique. Donc, je dirais qu'on ne peut pas dire on va aller en Afrique comme on va aller au Brésil ou on va aller au Mexique. Encore une fois, c'est pas un pays, c'est un continent. C'est un continent, absolument. Il faut bien d'abord appréhender les leviers de croissance qui existent dans ces pays, les besoins et l'environnement qui est à appréhender. Et donc, pour ça, le réseau des CCE est un appui très important, puisque dans chaque pays, vous aurez toujours un bureau de CCE qui pourra vous donner un petit peu la température au niveau des investisseurs. Ça, on y reviendra, mais il est évident que sur des zones où il y a vraiment besoin d'être entouré, le réseau des CCE est encore plus précieux que jamais. Thierry de Margerie, on parlait de rattrapage, là. Vous le ressentez avec vos équipements? Je ne sais pas s'il y a rattrapage, mais il y a croissance qui, à mon avis, est durable, parce qu'il y a des éléments fondamentalement très favorables à l'Afrique. Des termes de l'échange bien meilleurs, le prix des matières premières augmente et donc des ressources d'exportation nouvelles pour l'Afrique, des biens importés moins chers, souvent de Chine malheureusement, mais qui facilitent la vie africaine, et finalement une classe moyenne de plus en plus importante qui représente un vrai marché.
La classe moyenne africaine commence à exister et à consommer. C'est vrai. Les Africains de la diaspora ou les binationaux reprennent confiance et investissent en Afrique. Les flux privés sont aujourd'hui nettement plus importants que les flux publics. Et tout ça dans un contexte où, pour de multiples raisons, les bailleurs de fonds sont également très présents et prêts à financer, prêts à prêter très largement à l'Afrique, qui s'est beaucoup désendettée. Donc en effet, les projets sont nombreux. Les projets sont encore un peu à l'état virtuel dans certains cas, notamment dans le cas urbain, faute de bonnes définitions ou faute de bonnes équipes pour les porter. Mais les besoins sont là et l'activité est bien réelle. Bruno, on parlait tout à l'heure du Sénégal en termes élogieux, on parlait d'alternance politique. Et vous qui êtes sur le terrain, comment vous ressentez ces deux choses-là? La bonne conjoncture pour le pays apparemment, puisqu'il y a une croissance générale. Et puis, même si elle n'est pas si forte que ça au Sénégal actuellement, et une meilleure gouvernance, il faut dire les choses comme elles sont. Effectivement, le Sénégal est un pays modéré, petit, où il fait bon vivre. Et effectivement, cette alternance est exemplaire, hein, ça c'est indiscutable, et permet une certaine stabilité qui rassure les investisseurs. Et la position du Sénégal permet à ces investisseurs de se servir du Sénégal comme un hub, même si tous les moyens logistiques et de communication sont perfectibles. Il y a quand même de grands progrès, notamment dans les TIC, où on est parmi les meilleurs sur le continent. Il va y avoir un très grand progrès au niveau aéroportuaire. Les transcontinentales sont en cours de réalisation. Mais si vous le voulez bien, je voudrais revenir sur cet engouement de l'Afrique pour l'économie. Je crois que c'est également un effet relatif par rapport à l'Occident qui est à croissance nulle et où l'Afrique, effectivement, au global, est à 6,5, 7% selon les structures et les analystes. Jean-Jacques a parfaitement raison de dire qu'il faut regarder cette économie africaine comme à travers un œilleton d'un kaléidoscope économique. J'aime bien cette définition parce que la couleur des formes, c'est les économies et les formes, ce sont les États. Il y a beaucoup d'États et chaque État est à regarder particulièrement. Vous avez des États à très forte croissance qui souvent sont dus à des ressources matières premières ou pétrole ou or, minières. Vous avez des États intermédiaires qui sont bien entendu les plus nombreux avec des croissances moyennes entre 3 et 4,5%. Et puis vous avez les laissés pour compte qui malheureusement sont voire à croissance nulle ou négative. Mais c'est pas pour autant. Vous avez un pays comme le Nigeria qui est à une croissance à 2 chiffres où vous n'allez pas retrouver les constantes africaines. Vous êtes quand même dans un pays qui a un besoin énorme de développement. Donc ne pas se laisser éblouir par cette croissance globale qui est effectivement intéressante, mais regarder pays par pays et après aller voir nos structures. Je rappelle que la France a parmi les meilleures structures au monde, que ce soit nos chancelleries, que ce soit nos structures consulaires, nos structures des services économiques régionaux et enfin, bien entendu, les CCE, puisque je pense bien que nous sommes plus de 500 CCE sur le continent africain. Voilà, et tous évidemment dans les entreprises, tous avec une longue habitude. Absolument, les manches relevées et dans l'activité économique des pays. Jean-Michel, le décollage de l'Afrique se ressent aussi dans votre activité à vous? Alors, pour nous également, on le ressent dans le domaine de l'inspection. C'est une forte volonté, on parlait tout à l'heure de bonne gouvernance. Dans l'appréhension de la bonne gouvernance, il y a la volonté de faire du commerce propre et de gérer un peu mieux les importations. Aujourd'hui, on est sur un continent africain où, grosso modo, il y a un vrai déséquilibre entre l'import et l'export. Et aujourd'hui, le continent africain est essentiellement un continent qui reçoit de la marchandise. Et le sentiment partagé par la plupart des gouvernants, c'est que l'Afrique est un peu le dépotoir. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne voulait pas ailleurs, on l'envoyait sur l'Afrique. Et le sentiment aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de modifier. On a besoin de modifier cette appréhension en mettant en place des systèmes de contrôle. Et de manière à vérifier la qualité des produits? Exactement. C'est vraiment la tendance qu'on a aujourd'hui sur le continent. Jusqu'à présent, on offrait des services qui étaient
liées à des prestations douanières, on va dire. On vérifiait des valeurs, des produits avec l'objectif de sécuriser les recettes douanières. Aujourd'hui, les gouvernements se disent on doit aussi protéger nos consommateurs. Alors il y a certes des volumes d'importation en provenance de Chine, d'Inde, de Dubaï, qui sont des produits, je ne dirais pas des mauvais produits, mais qui sont des produits qui sont sous-normés, qui ne répondent pas aux exigences locales. On va prendre les produits électriques, par exemple, sur lesquels vous avez des produits qui vont pas marcher localement parce que Mais la vous prise êtes n'est pas bonne. équipé pour ça? Et nous, on teste ça. Voilà, nous, on est mandatés pour faire ce contrôle. Donc, aujourd'hui, la croissance, elle est liée à ça. C'est-à-dire que le besoin de contrôle sur un certain nombre de produits qui ne sont pas contrôlés. Voilà. Et c'est là où nous, on intervient et on est un vrai régulateur au niveau des importations. Donc c'est la montée des exigences des pays. Alors Bruno, vous êtes un nouvel Africain. Pourquoi avoir décidé l'Afrique? Moi, je me souvenais de vous quand vous me disiez, pour moi, l'Allemagne, c'est très important, étant donné que les produits que je fais, le pays d'excellence, c'est l'Allemagne. Donc il faut que j'y réussisse pour, en quelque sorte, prouver mon excellence. Quand vous êtes dans la machine-outil et que vous êtes français, bien sûr, vous ne pouvez pas ne pas vous comparer aux Allemands. C'est un petit peu l'image du premier de classe. Donc, avant de partir en Afrique, la première chose qu'on a souhaité faire, c'est essayer de prendre un leadership européen, au moins sur certaines sous-familles produits. Je pense qu'on a réussi depuis à peu près 1 an. Et en parallèle de la croissance du groupe, on a été surpris de recevoir des commandes d'Afrique et dans certains pays des commandes très importantes. Donc on a commencé à s'intéresser. Et donc vu d'une PME, on a coupé le continent africain en 7 zones. Puisqu'on a constaté aussi que chaque pays avait ses différences, mais on a quand même essayé de les grouper ensemble. Donc on a le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria tout seul, l'Afrique du Nord-Est, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud avec tous les pays. Et dans chaque zone, il y a un pays phare à partir duquel on va rayonner autour, avec soit des collaborateurs, soit des agents, soit des importateurs, des exportateurs. Donc il y a toute une typologie d'intermédiaires avec lesquels on travaille. Mais ce qui est sûr pour nous, c'est que le pays a besoin de construire des infrastructures. Et lorsque vous êtes dans la machine-outil, notamment dans le soudage, vos produits sont utilisés au quotidien. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est prendre des marchés et essayer de se développer, ce qui semble être le cas. Donc on va continuer. Bien. Bon, alors, cette croissance, elle ne venait pas de nulle part. Thierry, vous avez commencé à nous donner quelques explications sur les raisons objectives pour lesquelles on la connaît maintenant. Mais il y a aussi toute une part de la croissance que pas mal de gens, dont des économistes, attribuent à la Chine, à la présence de la Chine, à ce que la Chine a fait comme infrastructure notamment. Alors là, qu'en pensez-vous les uns et les autres et qui commence? Peut-être Jean-Jacques? Alors nous, on a la chance de ne pas avoir beaucoup de Chinois concurrents, compétiteurs. Par contre, on voit l'impact de la Chine dans un certain nombre de pays. Alors moi, j'ai un avis que j'ai livré tout à l'heure. Là, j'ai vu qu'il était un peu partagé, mais pas par tout le monde. Moi, je pense que les Africains aujourd'hui, les Chinois en Afrique, sont plutôt sur une phase de décroissance qu'une phase de croissance, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses, mais tout n'est pas parfait. Et aujourd'hui, quand on voit les problèmes qu'ils peuvent avoir au Tchad, les problèmes qu'ils peuvent avoir en Angola, qu'ils peuvent avoir dans un certain nombre de pays, je pense que tout le monde ne les regarde plus tout à fait de la même façon. Ben, c'est qu'un avis que je partage avec moi-même. On a entendu cet avis-là aussi il y a quelques années, quand il y a eu les problèmes dans des mines du Mozambique. Mais bon. Je confirme clairement ce que dit Jean-Jacques avec des faits concrets. C'est-à-dire que jusqu'à présent, sur les marchés que prenaient les Chinois, notamment dans le domaine des infrastructures, on n'y voyait pas un semblant d'une société d'inspection qui vérifiait quoi que ce soit. Aujourd'hui, à la demande des gouvernements qui disent « Ok, je suis conscient que vous me donnez de l'argent pour construire un hôpital, mais je veux quand même un organisme de contrôle. » Ça a été le cas en Angola. C'est le cas au Tchad. Aujourd'hui, le palais des congrès qui est en construction à N'Djamena sur financement 100% tchadien et chinois et contrôlé par Bureau Veritas. Donc il y a un vrai besoin. On est preneur, mais il faut que ça soit bien fait. Il faut qu'il y ait une vérification, il faut qu'il y ait une surveillance, quoi. Oui, Bruno? Oui, moi ce que j'ai vu dans mes produits, qui sont des valeurs unitaires beaucoup plus simples que tout le monde autour de la table, les grands importateurs qui achètent en Chine bénéficient de facilités de paiement beaucoup plus longues que tout ce qu'on peut trouver en France. J'étais surpris d'avoir des discussions avec un Ivoirien qui avait eu une ligne de financement de conteneurs chinois sur 14 mois. Alors c'est sûr que lorsqu'on a accès à des lignes de financement à des durées très longues, ce qui est beaucoup plus difficile pour financer du BFR en France, ça donne un avantage en fait. Donc surtout que lorsqu'on vend en Chine, la différence par rapport à l'Europe, lorsque je fabrique et je vends en Europe, le produit va mettre 1 semaine voire 10 jours à arriver.
Je prends l'exemple du Cameroun où j'ai eu le sujet récemment, où mes produits sont restés bloqués au port 3 mois. Donc en fait, les délais de financement ont un impact dans le choix du fournisseur. Donc si on est capable, nous en Europe, d'améliorer nos délais de financement, on pourra gagner des marchés. Thierry, comment utiliser les Chinois? Ce n'est pas qu'un épouvantail. Je pense que les Chinois sont là pour longtemps. Je pense qu'il y a une vraie politique de la Chine vis-à-vis de l'Afrique, plus qu'une politique européenne. Il y a une politique chinoise, comme il y a d'autres grands investisseurs qui sont là aussi. Il y a tout de même une grande politique américaine vis-à-vis de l'Afrique. Il y a une présence des investisseurs brésiliens, australiens, qui sont très, très significatives également. Et je dirais que c'est à nous, entreprises françaises, de nous mettre, quand on le peut, dans le sillage de ces entreprises pour récupérer une partie des équipements. Pourquoi est-ce que ce qu'on fait avec des Brésiliens ou des investisseurs américains ne serait pas possible dans certains cas avec les Chinois? On en a un peu l'expérience dans le domaine de l'hydroélectricité, où on a réussi à faire 3 grands îlots, dans 3 grandes centrales hydroélectriques, une partie essentielle des équipements, avec de la fabrication chinoise bien sûr, mais avec de l'ingénierie française sur financement chinois. Mais voilà, alors les Chinois, essayons de, quand on le peut, être partenaires. Ils sont pour l'essentiel quand même des concurrents, mais ils ne sont pas les seuls concurrents. Les Coréens sont très présents, les Turcs sont très présents, les investisseurs viennent de partout. Et les partenariats avec des Coréens, des Turcs, vous les recommandez autant? Vous les vivez vous-même? Quand on arrive à être partenaire, c'est qu'on a quelques raisons un peu stratégiques pour eux de travailler, qu'on travaille ensemble. Mais ce sont aussi des concurrents. Voilà. Donc on trouve tous les cas de figure. Oui. Oui, non. Pour la présence chinoise, ce que je voulais dire aussi, c'est que la présence française, en valeur absolue, ne s'est pas réduite en Afrique. Il y a une croissance au niveau économique sur la présence française. C'est les autres pays qui étaient assez peu présents qui sont arrivés et qui commencent à prendre des parts de marché. Mais si je vous donne un exemple au Congo, depuis 10 ans, la présence chinoise dans les TP a continué à augmenter, mais le volume d'affaires du groupe Vinci au Congo est en perpétuelle croissance. Donc c'est un marché ouvert, très ouvert, où de toute façon il y a du travail pour tout le monde. Et je dirais que ce soit la France ou même l'Europe, n'a pas les capacités en termes de production de services, de production de biens à répondre à tous les besoins qui existent en Afrique, et même en capacité de financement. Parce que la Chine amène aussi des financements desquels on bénéficie dans le cadre de nos contrats de concession avec les États ou autres. Il faut savoir qu'actuellement, l'une des plus grandes lignes de chemin de fer qui est construite entre Lobito et Lubumbashi, c'est chinois, mais elle va être exploitée par un groupe franco-britannique, d'accord, qui a passé un contrat avec l'État angolais pour l'exploitation de cette ligne et du port qui est à destination. Donc, on voit bien que la Chine peut être aussi un relais de croissance pour les entreprises qui s'y intéressent. Nous avons des représentations, nous, en Chine, qui sont faites pour travailler avec les sociétés d'État, les sociétés privées chinoises, qui travaillent avec l'Afrique. On a fait des projets logistiques pour les sociétés d'État chinoises, sur le Niger notamment, sur le Tchad, à forte valeur ajoutée, avec des niveaux de marge qu'on n'aurait jamais eu avec des entreprises ou des groupes français, parce que leur politique d'achat était beaucoup plus dure et connaissait mieux l'environnement. Nous, on a bénéficié de la méconnaissance de l'environnement de ces entreprises chinoises. Ça n'aura qu'un temps, peut-être, hein. Comment? Ça n'aura oui, qu'un mais temps, ce qui est hein. pris est pris. Ce qui est pris est pris. C'est toujours bon. Et ce sont aussi des relais de croissance. Aujourd'hui, nous sommes partenaires avec un groupe logistique coréen, parce que si vous prenez le secteur pétrolier, tous les FPSO qui sont fabriqués aujourd'hui sont fabriqués en Corée. Vous avez des wagons qui sont fabriqués en Corée. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être partenaires avec les logisticiens coréens qui travaillent avec ces groupes industriels coréens et d'assurer un service bout en bout, puisqu'eux n'existent pas en Afrique. Donc on a des relais de croissance et c'est ça la mondialisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas de règle absolue. Est-ce que le groupe CFAO qui vend des Toyota est plus français que un distributeur africain lambda qui vend du Renault? Et les Dacia, elles sont produites où? Donc il n'y a pas de règle absolue. Je dirais que c'est qu'est-ce qu'on crée comme valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on ramène en France en création de richesse. Mais aujourd'hui, le commerce extérieur, c'est quoi? C'est la création d'activités à l'extérieur de la France et la création de valeur ajoutée. Parce qu'une entreprise française qui veut exporter aujourd'hui,
Est-ce qu'elle peut le faire de la France ou est-ce qu'elle doit s'intégrer, comme on le disait, sur des plateformes régionales en bénéficiant des codes douaniers régionaux, puisque par exemple, aujourd'hui, vous prenez Lomé au Togo, vous avez une zone franche. Si vous avez l'agrément CEDEAO, vous produisez au Togo pour toute la région CEDEAO sans droit de douane. Vous n'avez pas de TVA appliquée, vous n'avez pas d'impôt sur les sociétés, c'est un impôt forfaitaire. Vous avez des exonérations sociales. Donc tout ça est à étudier. La pénétration des marchés pour l'industrie française ne se fait pas qu'au départ de la France, mais se fait aussi en étudiant la réglementation locale parce que ce n'est pas désorganisé. Vous avez une harmonisation juridique qui est le WADA, qui permet un certain nombre de choses, qui sécurise aussi nos entreprises auprès des administrations, mais vous avez des réglementations et des organisations régionales qui peuvent vous aider, si vous les étudiez bien, à pénétrer ces marchés. Bruno, est-ce la Chine comme relais de croissance ou les Chinois comme relais de croissance, ça vous dit quelque chose? Oui, d'abord, je voudrais quand même féliciter mon ami Elbez parce que c'est un vrai cours d'économie dynamique qui vient de nous citer. Et accessoirement, CFAO au jour d'aujourd'hui est japonais et vend des voitures françaises. Voilà, c'est donc un bel exemple. Oui, je pense que, bien entendu, on n'aime pas se faire prendre un marché par une entreprise chinoise. Mais comme on l'a dit tantôt, le continent est suffisamment grand, l'économie est ouverte, le marché est trop important, et nous-mêmes, entre autres, Français, pour ne pas les citer, l'AFD, n'aurions pas les moyens de tout préfinancer. Ça n'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la première autoroute subsaharienne construite par Eiffage, les 20 premiers kilomètres à péage et bientôt 40. C'est très bien, on est très content. Mais je pense que le même groupe n'aurait pas pu participer au financement de l'extension du futur aéroport sur les villes régionales de Thiès et Nbourg si les Chinois n'étaient pas venus. Donc je crois que les Chinois contribuent à limiter ou juguler l'inflation, que ce soit par leurs produits ou par leur capacité à financer des infrastructures que nous-mêmes, nous ne pourrions pas financer. Il y a un exemple actuel au Sénégal, hein, c'est le train. Je sais que certaines entreprises chinoises tournent autour de ce sujet, mais rien n'est fait parce que eux aussi, ils ont des comptes à rendre. Je profite de l'occasion pour citer l'enquête économique Chine qui a été... la Chine hors les murs. Faite par les CCE d'Asie. Oui. Je n'ai pas pu tout lire, mais je suis en train de le parcourir de temps à autre. Je dois reconnaître que c'est un document extrêmement intéressant. Et disponible sur le site et disponible au siège. Hein. Qui est d'une richesse d'actualité, qui permet de démystifier un petit peu cette peur que l'on a, parce que c'est vrai que ça fait peur. Moi-même, pour parcourir quelques États de l'Afrique, c'est vrai qu'ils sont de partout, mais il faut essayer d'avoir un petit peu de raison dans toute cette approche, et les Chinois ne feront pas tout. Donc, à nous d'être présents. Je pense également que nos hommes politiques doivent anticiper notre démarche, nous, opérateurs économiques, notamment par nos diplomates qui doivent rappeler quand même à tous ces États notre avantage concurrentiel, notre proximité géographique, notre avantage linguistique, parce que, vous savez, les Chinois, ils ont beau bien construire, c'est quand même pas simple après d'ouvrir le manuel d'utilisation, hein, ça laisse encore quand même quelques petits problèmes. Donc, rappeler un petit peu également l'éthique dans laquelle nous travaillons, parce que là aussi, je pense qu'on est encore en avant-garde, et moyennant quoi, notre présence, et pour laquelle on n'a pas à jalouser les autres, puisque la France est présente partout sur le continent, nous devons profiter de cette économie, même avec les Chinois. Jean-Jacques, je sais que vous allez devoir nous quitter un peu prématurément, et je voudrais vous poser une question. Vous parliez justement de ce continent, qui n'est pas un pays, mais un vrai continent. Alors, est-ce que, avant, on répartissait le continent en langues? Il y avait l'Afrique lusophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone. Maintenant, pour essayer de savoir où est la croissance, est-ce qu'on peut trouver des nouveaux cadres pour essayer de s'y retrouver un petit peu? Alors, je vais parler de notre exemple. Nous, on n'a pas choisi la solution de facilité qui était la langue. Nos premières implantations importantes en Afrique, on les a faites d'abord au Nigeria, parce que je pense qu'il vaut mieux viser des pays à très forte croissance
et des pays où d'accès plus difficile. Je pense qu'il faut aussi un petit peu se mettre dans la tête que partir aujourd'hui, quelqu'un qui veut commencer à exporter, s'il veut aller commencer à exporter au Sénégal ou au Gabon ou au Congo, il y a beaucoup d'entreprises qui auront déjà fait ça avant elles. Et je pense que aller exporter aujourd'hui au Nigeria, à mon avis, c'est sûrement un pays qui présente beaucoup plus de potentiel, malgré les difficultés, mais c'est un pays de pas 200 millions d'habitants, peut-être pas très loin aujourd'hui. Et j'ai mon ami Bruno Paré qui est ici, qui est venu un jour avec moi, avec les CCE, on a organisé une réunion à Lagos, et on l'a mis dans le port. Et quand il est rentré dans le port de Lagos, je me souviens des yeux de Bruno qui disait, mais c'était il y a 2-3 ans, je lui disais c'est pas possible qu'il y ait une telle activité au Nigeria. Si, le Nigeria c'est un énorme pays, il y a un énorme potentiel, il y a des gens qui peuvent vous aider. On a beaucoup parlé du réseau des CCE, les CCE ils existent, ils seront une vingtaine ou 25 même sur place. Il y a des réunions régulières organisées par les CCE, par UBI France, par le MEDEF. Collez-vous, si vous voulez exporter au Nigeria, collez-vous un jour à une réunion du MEDEF ou des CCE et allez faire un tour dans ce pays, vous verrez à quel point ces pays ont besoin de tout. Alors c'est des pays en croissance énorme. Je vous signale quand même que le Nigeria l'année dernière a battu l'Afrique du Sud au niveau croissance. Donc pour le PIB, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le premier pays d'Afrique. Donc allez-y et puis c'est tout. C'est sûr qu'il ne faut pas arriver tout seul à l'aéroport de Lagos comme j'ai dit ce matin. Non, il faut vous appeler avant. Sans être attendu par quelqu'un. Mais il y a des gens qui sont sur place, qui y travaillent et qui sont capables de vous aider. Donc voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas viser les choses. Il ne faut pas se dire on va aller. Pas par zone en tout cas. Après, il y a des pays. Il faut regarder les pays qui ont la plus forte croissance. Il y en a beaucoup de pays qui ont des fortes croissances en Afrique aujourd'hui. Ils sont tous, comme je dis, différents les uns des autres. Et très honnêtement, je pense qu'on peut y faire du très beau business, du très bon business, et avec un risque modéré si vous faites aider par les. Bon, on est français et je pense qu'on a un devoir aussi d'aider nos compatriotes à essayer d'y faire du business. Et je pense que ça fait partie un peu de la mission des CCE, qui, je le répète, sont bénévoles, font tout ça. Je dis souvent, on est bénévoles payants, les CCE, donc en plus, voilà. Donc voilà, profitez aussi de ces réseaux pour venir vous implanter en Afrique. Merci beaucoup. Bruno, vous vouliez ajouter quelque chose? Simplement pour continuer sur la lancée de Jean-Jacques, à Lagos, après être passé à Lagos, j'ai un ami CCE qui me dit « Mais Bruno, qu'est-ce que tu attends pour venir? Nous avons des délestages, des journées complètes, et ça n'arrête pas tous les jours à Lagos. Ça a beau être, quand bien même le pays a plus de 10% de croissance, les constantes africaines sont là. Donc c'est pas pour autant que c'est facile de s'y installer, mais néanmoins, nous avons beaucoup de compatriotes qui y sont et qui peuvent expliquer les règles du jeu et comment on fait pour s'y installer. Je pense que la préparation, comme partout, comme dans tous les marchés, il n'y a pas de marché facile. Le marché américain n'est pas facile, le marché asiatique n'est pas facile, le marché européen, le marché africain, il a également ses caractéristiques. Ça se prépare, on a des réseaux pour le préparer et il y a de la croissance, ce que recherchent beaucoup d'entrepreneurs européens. Alors, parmi les choses dont on est à peu près sûr, c'est l'urbanisation galopante qui est déjà en route en Afrique. Alors, qui dit urbanisation dit gros besoins. Besoins en matière de mobilité, besoins en matière d'architecture, besoins en matière d'assainissement. Est-ce que les Français sont sur les rangs? Thierry, c'est pour vous ça. Non, je crois qu'il y a des Français qui sont plus sur les rangs que nous, ou qui ont eu plus de succès, disons, que nous. Nous avons de très très belles réalisations en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, sur le plan des transports urbains, et dans certains cas les transports ferroviaires régionaux. Mais il faut bien dire que la gestation des projets de transport urbain dans l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est est encore très lente. Et je pense que c'est venu, les transports urbains dans le domaine sont venus après la satisfaction de besoins encore plus élémentaires, un besoin d'eau et de distribution d'électricité. Ça fait partie aussi de l'aménagement urbain, et là, les entreprises françaises marchent très bien. Il y aura un quatrième volet qui sera la gestion des déchets. Oui. C'est un gigantesque problème dans la plupart des villes africaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer cela? Je crois que ces projets d'infrastructures urbaines, ils doivent être bien préparés.
C'est-à-dire que les projets doivent être bien définis, les clients organisés, avec souvent des partenariats publics-privés. Et s'il y a un domaine où je pense l'État, à travers ses différents outils de financement et l'aide qu'il peut apporter aux ingénieries, peut faire quelque chose, c'est pour contribuer à la préparation de ces projets. Ensuite, la Maison France sait répondre. La Maison France a tous les outils pour répondre très bien. Mais il faut que les projets soient à peu près définis. L'AFD s'est donné ça comme mission aussi. L'AFD, le FASEP, la coopération, la formation des cadres africains en mesure de mener à bien des projets. Oui, la structuration des financements. Il y a tout un travail préparatoire qui est nécessaire et qui n'est pas encore bien avancé dans beaucoup d'agglomérations. Parce que les besoins sont là. Et vous me disiez tout à l'heure, David, que les financements sont là aussi. Et vous ne parliez pas uniquement des financements des bailleurs de fonds internationaux, vous parliez aussi du secteur banque-finance africain. Le secteur bancaire africain est très liquide actuellement, surfe sur la croissance générale et aujourd'hui ce ne sont pas des banques nationales mais ce sont des banques panafricaines ou internationales qui sont installées en Afrique et qui, je dirais, qui profitent de cette croissance générale et même si un pays va un peu moins bien, le taux global fait qu'ils sont un effet de levier formidable. Et nous, dans tous nos projets d'infrastructure, dans nos projets d'équipement, nous avons affaire aux financements locaux. Et quand vous vous accroissez, c'est par financement locaux. Par financement locaux. Le siège peut apporter un relais temporaire de préfinancement, mais en tout cas, tout est toujours refinancé localement sur des travaux d'infrastructure assez importants comme sur des équipements plus ou moins importants. Donc, ils nous financent au quotidien sur des facilités, sur des lignes, mais ils nous financent aussi avec l'appui de bailleurs de fonds locaux qui peuvent être par exemple la Banque ouest-africaine de développement sur des projets d'infrastructure comme on l'a aujourd'hui au Sénégal, mais par exemple sur le port de Brazzaville aujourd'hui ce sont uniquement des banques privées qui interviennent et des banques panafricaines. Donc les entrepreneurs qui veulent s'installer en Afrique ou qui veulent développer avec l'Afrique, pour leurs clients qui sont acheteurs ou leur volonté de s'installer, vont bénéficier de capacités bancaires beaucoup plus souples et beaucoup plus réactives que ce qu'on peut avoir peut-être aujourd'hui au départ de l'Europe. Malheureusement, c'est comme ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, ce qui facilite aussi le financement et l'investissement, c'est que la France est liée avec des conventions fiscales avec beaucoup de pays africains. Vous n'avez pas la double peine de l'imposition. Et si vous savez gérer fiscalement vos résultats entre les pays dans lesquels vous êtes implanté et votre siège qui peut être en France, vous avez des conventions fiscales qui fonctionnent parfaitement bien et qui sont respectées à peu près partout. Et sincèrement, vous n'êtes pas dans une situation de double peine. Et c'est un avantage que la France a sur beaucoup de pays par rapport aux autres. Et c'est très très important. C'est pour ça que l'information préalable, dans le cadre de l'établissement de contrats commerciaux ou d'implantation, l'appui il y a des cabinets qui sont d'audit et fiscaux et des commissaires aux comptes qui sont implantés sur toute l'Afrique et qui sont souvent aussi des Français, mais même dans l'Afrique anglophone, sur lesquels qui ont une expertise et qui peuvent nous assister dans ces cadres-là. Bruno, est-ce que vous ressentez, est-ce que vous utilisez les finances locales? Est-ce que vous ressentez cette liquidité, cette rapidité de réaction? Oui, bon, elle est un peu coûteuse, mais c'est vrai qu'il y a de la liquidité. Elle est coûteuse quand même. Nous avons fait appel en son temps à l'AFD, Proparco, enfin les schémas classiques. Mais effectivement, la liquidité locale est ressentie, oui. Mais à un prix, encore une fois, qui n'est pas compétitif par rapport au coût de l'argent en Europe. Oui, oui, bien sûr. Vous n'avez pas recours, Bruno, à cette finance-là. Vos opérations sont financées d'Europe. Pour nous, une commande moyenne va tourner entre 25 000 et 100 000 euros. Donc en fait, nos importateurs trouvent du financement en local, ou s'ils ont la chance d'avoir, ils ont quelques partenaires chinois qui leur proposent donc des facilités de caisse qui durent à peu près une année. En France, on a plutôt une tendance à faire entre 60 et 90 jours en fonction des accords qu'on a avec la COFAS notamment. Ma surprise sur les 3 dernières années, parce que par rapport à tout le monde, je suis une petite entreprise, c'est que j'ai eu aucun incident de paiement en 3 ans. Nous avons traité dans 29 pays
des commandes avec une fréquence d'à peu près une commande tous les 3 mois à peu près par client. Et j'ai eu 0 incident payé. Je ne peux pas dire la même chose en Europe. Hein. Ça n'étonne personne autour de la table ou vous trouvez qu'il a eu de la chance? Probablement Bruno passe par des grossistes fiables. Maintenant, il est clair que dans les marchés internes en Afrique, il faut connaître son marché et faire très attention. Mais bon, ça, c'est la règle de base de l'entrepreneur. Voilà, c'est dans tous les pays comme ça. Et vous, monsieur de Margerie, pour ce qui est des financements, la manière d'Alstom de se financer est complètement différente. Vous n'avez pas recours aux marchés locaux? Non, enfin, pas uniquement, disons. Les projets d'énergie, de production d'énergie sont de plus en plus des projets privés et de plus en plus d'investisseurs africains investissent dans des centrales électriques. Les projets de transport d'électricité, transmission d'électricité, les grandes sous-stations haute tension, les liaisons régionales haute tension entre pays sont toujours financés par les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Et les projets de transport, eh bien c'est un mix des bailleurs de fonds et de ressources budgétaires. Voilà. Donc, pour résumer, l'énergie, c'est de plus en plus privé et de plus en plus avec de l'épargne africaine, d'où la nécessité pour nous de nous rapprocher des investisseurs africains. Et ils existent, ils sont là. Il y a des fonds d'investissement, il y a des grands entrepreneurs investisseurs. Mais c'est allié à d'autres. Donc c'est un mix. Alors, on était dans le côté positif, là, avec des financements possibles, mais en préparant cette réunion, c'était vous, David, qui nous parliez de ça, qui nous disait surtout il faut être très très prudent sur les risques environnementaux et donc bétonner complètement le cadre dans lequel on va travailler sans laisser de zone d'ombre. Parce qu'à partir de là, les ennuis commencent et vous parliez notamment des problèmes juridiques qui pouvaient naître, des différends qui pouvaient naître en cours de route. Alors, je dirais qu'effectivement, l'environnement se situe à plusieurs niveaux. De toute façon, la règle de base en affaires, c'est d'avoir un contrat carré et dès le départ, de lever les incertitudes. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le WADA en Afrique qui nous protège de plus en plus, mais dans les pays eux-mêmes, il y a peu de systèmes judiciaires spécialisés. Les tribunaux de commerce n'existent pas de partout. Les tribunaux de travail, ce qu'on appelle les prud'hommes en France, n'existent pas forcément partout. Et donc, comment on se borde justement? Alors, on peut avoir des différences avec notre partenaire commercial, notre client ou notre actionnaire local, qui font qu'on se retrouve devant des juges qui n'ont pas la formation et la connaissance ou l'aptitude à traiter ce genre de dossier. Ensuite, si on peut anticiper aussi la localisation de l'arbitrage du différend. Parce que si l'arbitrage n'est pas décidé au préalable dans le contrat, vous aurez affaire à la juridiction locale. Et vous, étant face à national, vous n'êtes pas forcément protégé, ou en tout cas à un niveau égal. Donc, sortir du pays pour tout arbitrage, pour toute décision judiciaire est une protection. Et ça, alors, on a toujours du mal à le faire parce que quand on vient de traiter une affaire, on est content d'avoir ce contrat et on veut toujours éviter d'aborder les questions qui fâchent. Vous savez, en fin de compte, vaut mieux les aborder tout de suite. Parce que sinon, les zones d'ombre, elles ressortent toujours à un moment ou à un autre, parce que nos intérêts avec un actionnaire local ou avec un partenaire peuvent devenir divergents au bout d'un moment. Et à la rigueur, ce contrat bétonné est un garde-fou pour tout le monde. Donc, sincèrement, dans tout acte commercial, tout acte de partenariat, bien appréhender les risques. Et en tout cas, là aussi, voir où on obtiendra l'arbitrage. À l'avance, malheureusement, il faut prévoir les questions qui fâchent à l'avance pour pratiquement ne jamais avoir à les traiter. Et ça, c'est vraiment un avantage parce que ça évite et ça permet de voir aussi si notre interlocuteur peut avoir de mauvaises arrière-pensées ou pas, dès le départ. L'important, c'est pas de conclure une affaire, c'est pas le plus difficile, c'est de la réaliser et d'avoir le paiement de cette affaire à 100%. Donc, et l'idée aussi, c'est d'être dans ces pays de façon pérenne et à long terme. Ensuite, l'environnement, c'est aussi l'environnement politique. Les pays africains, pour certains, traversent des crises. Et je dirais que
se focaliser sur un pays, c'est aussi prendre le risque sur un pays. Avoir une politique de développement et d'approche plus globale, plus régionale, permet aussi de répartir le risque et de le limiter. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est installez-vous dans un pays qui vient de traverser une crise majeure, parce que vous aurez toujours un effet de rattrapage avec les bailleurs de fonds, de la reconstruction, vous aurez besoin d'éducation, il y a plein de choses à bâtir. Et l'Angola est un exemple flagrant. C'est un pays qui vient de traverser une crise. La Côte d'Ivoire qui a traversé une crise est dans un effet de rattrapage aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je dirais, on avait une vitrine à côté qui était le Ghana. Le Ghana aujourd'hui est dans un système qui s'essouffle, avec des taux d'intérêt très élevés, qui en surchauffe économiquement. Et à côté, on a la Côte d'Ivoire qui vient de traverser une crise majeure, même s'il faut rester prudent, mais qui a dans un effet de rattrapage, que quand vous avez 2 ans d'activité qui s'arrêtent, vous avez toujours un effet de rattrapage. Donc nous, on a ouvert au Congo en 99, à la fin de la guerre, le baril était à $9, et aujourd'hui, on bénéficie de la croissance du Congo. À l'époque, personne ne venait, mais ça vous coûtera moins cher d'investir à ce moment-là, et les portes vous seront plus facilement ouvertes que dans un pays qui est déjà en pleine croissance où les gens sont établis. Mais encore une fois, on redit qu'il faut vraiment s'informer. Alors là, je comptais sur vous aussi au chapitre des risques pour que vous essayiez de pointer des risques réels par rapport aussi à tous les risques fantasmés qu'on peut évoquer en France concernant l'Afrique. Bon, Bruno, je pense que vous voulez... Alors si je peux me permettre, oui, là on va déborder un petit peu, disons, de l'économie d'affaires pure. Je profite de ce plateau justement pour exprimer l'amalgame qui est actuellement pratiqué par les médias et ceux qui les écoutent à propos de l'Afrique de l'Ouest. Donc tout le monde sait au jour d'aujourd'hui que 3 pays sont principalement touchés par la crise sanitaire Ebola, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je prends l'exemple du Sénégal où on est à côté. Nous, CCE et tous les réseaux français, nous ne sommes pas des têtes brûlées. Nous comptons la plus forte communauté française subsaharienne au Sénégal. On est 30 000 Français, 25 000 inscrits. Je peux vous dire que le risque zéro n'existe pas, bien entendu, mais que ce soit le risque terroriste ou le risque sanitaire, il n'existe pas plus à Dakar qu'en Espagne ou qu'aux États-Unis, la preuve, et qu'en France. Le risque terroriste, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que c'est pareil, que vous alliez dans une grande réunion où il y a beaucoup de monde à Paris, Toulouse ou Marseille, vous n'en avez pas plus ou pas moins à Dakar. Et je voudrais m'élever un petit peu contre ça, faire du discernement, parce qu'un chef d'entreprise, il se doit d'être pragmatique et d'avoir un petit peu de discernement. Nous avons assisté il y a une dizaine de jours à l'annulation d'une délégation d'hommes d'affaires, pour ne pas la cacher, de Aropa, Le Havre, Rouen, Paris, qui avait préparé son voyage depuis longtemps sur le port de Dakar pour venir un petit peu démarcher les autorités. Et nous avons appris subitement l'annulation de ce déplacement alors qu'il devait se faire dans des hôtels de grand luxe à Dakar. Vraiment, je trouve qu'il faut raison garder et que c'est un petit peu exagéré. Il ne faudrait pas rajouter une crise économique à cette crise sanitaire et à ce risque que supportent ces pays. Vous savez, ces pays-là, ils vont quand même devoir manger. Et je reste poli. Il faut quand même les approvisionner. Nous-mêmes, nous travaillons avec les pays voisins que sont la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée. Et je posais la question de savoir si on pourrait continuer à envoyer nos marchandises dans ces pays-là. Et bien heureusement, un armateur m'a dit « Mais attendez, Bruno, il faut qu'ils mangent, ces gens-là. » Donc, je crois qu'il y a des solutions. On connaît on connaît très bien maintenant Ebola et la façon dont cette maladie se transmet. Ça n'est pas la grippe. Il y a quand même des conditions assez particulières pour que ça se transmette. Et il faut démystifier les choses et savoir raison garder encore une fois. Moi, en tout cas, à titre d'exemple, si je dois aller à Conakry, j'irai à Conakry. J'ai pas de problème. Et il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Merci pour ce... Et ce que je voudrais dire, c'est que, comme on le dit, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Il faut savoir que les dispositions prises entre les pays africains en termes de contrôle dans les aéroports sont beaucoup plus drastiques qu'à l'arrivée à Roissy aujourd'hui. Donc, je dirais que le risque de contamination
est pas forcément plus élevé au Sénégal qu'en France, et j'irais même aujourd'hui, vous avez une masse de passagers qui arrive d'Afrique à Roissy qui est beaucoup plus importante que la masse de passagers qui va de Conakry à Dakar. Hein. Donc, sincèrement, et des dispositions au niveau maritime ont été prises immédiatement. Des dispositions dans les aéroports. Aujourd'hui, il n'y a pas un aéroport en Afrique où voyager sans qu'il y ait un test de température, sans qu'on fasse attention d'où vient le vol. Donc, il y a des dispositions qui sont prises. Nous, on travaille sur pratiquement tous les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Évidemment, ce qu'il faut éviter de voyager, c'est si vous avez un peu de fièvre, si vous êtes dans un état grippal, parce que vous-même, vous serez mis en quarantaine. Donc, c'est pour vous dire les dispositions qui sont prises aujourd'hui. Donc, nous, on recommande à nos collaborateurs d'éviter de voyager généralement en Afrique dans un état qui pourrait amener une suspicion. Mais je peux vous dire qu'on a quelqu'un qui était au Nigeria, qui devait se rendre au Cameroun. Il a fallu qu'on attende 20 jours en France, qu'il soit en France, pour aller au Cameroun, parce que le Cameroun avait pris des dispositions extrêmement drastiques et ils ne sont pas du tout touchés par le phénomène. Donc déjà en Afrique, il y a quand même des dispositions et on travaille normalement. Je suis rentré de Dakar la semaine dernière, j'étais au Congo la semaine d'avant. Les voyages ne sont pas limités, bien au contraire. Il faut être prudent sur les pays qui sont touchés de façon majeure. Et les lignes maritimes, en tout cas, vu l'importance de ces pays et vu la nécessité de ces pays, se sont organisées pour organiser des rotations sans que cela gêne globalement et mette en risque leur navire en termes de quarantaine ailleurs. Je veux simplement rajouter, je suis venu avec un document de dernière minute qui est une édition de ce qui paraît dans le site du consulat de France à Dakar. Et pour enlever tout ce qui a pu être dit sur le Sénégal, comme vous pouvez le constater, le Sénégal est de couleur jaune et orange sur les frontières. Tout cela est mûrement réfléchi, ce n'est pas n'importe quoi. Et jaune veut simplement dire vigilance renforcée. Donc voilà, on n'est pas en pays rouge. Et si vous avez des hésitations pour passer vos fêtes de fin d'année au Sénégal, surtout, n'hésitez pas. Mais le risque zéro n'existant pas, nulle part. Bruno, quand vous vous êtes lancé sur l'Afrique, avec les raisons que vous nous donniez maintenant, vous aviez en tête aussi l'image de l'Afrique zone à risque. Comment vous êtes-vous informé? Quels ont été vos canaux pour vous mettre au courant? Alors c'est sûr que quand on part au démarrage en Afrique, donc pour moi il y a 3 ans, on arrive avec beaucoup de stéréotypes. On a une vision de l'Afrique qui n'est pas du tout la vision actuelle. Et je pense que j'ai fait 2 voyages qui m'ont profondément influencé. Le premier voyage a été à Douala. Et le deuxième voyage a été à Addis Abeba. Et lorsqu'on va en Éthiopie et au Cameroun, c'était mes 2 premiers voyages, ce que je vais appeler en dehors des zones que je connaissais, qui étaient le Maghreb et l'Afrique du Sud. J'ai été fasciné par finalement le dynamisme des entrepreneurs et la volonté de construire le pays. Et je me suis senti très rapidement très à l'aise. Donc à partir de là, je suis d'abord allé taper à la porte du Sian, puis après à la porte des CCE. Et Deux puis, bonnes portes. Hein. 2 bonnes portes. Et ce sont ces 2 portes qui m'ont apporté énormément d'apporteurs d'affaires, avec lesquels j'ai eu beaucoup de discussions, avec Jean-Jacques qui est dans un métier similaire un peu au mien avec le soudage. Et donc chacun m'a ouvert son canal d'adresse et ça nous a permis de progresser très rapidement. Donc je crois qu'il y a beaucoup de solidarité sur le continent africain et que lorsqu'on appelle quelqu'un, il fait le maximum pour vous aider. Alors, puisqu'on parlait de solidarité, ce matin, on a évoqué, comme on l'évoque souvent, la solidarité entre les grands groupes et les PME. Alors, on a discuté tout à l'heure avec Thierry et je vous posais la question de savoir si il était quand même pas très important pour un grand groupe de se créer, avec un minimum de dépenses, un écosystème favorable partout où il doit travailler. Est-ce que ça vaut pas le coup d'aider les PME qui sont localement quelque part et les PME françaises installées aussi localement? Vous avez raison, nous avons besoin, nous, grands ensembliers, responsables de grands projets, nous avons besoin d'un grand nombre de sous-traitants, de services et d'entreprises qui nous accompagnent pour une partie des tâches. On est très content de pouvoir le faire avec des entreprises localement installées. Et si en plus ces entreprises sont d'origine française ou européenne, c'est pour nous une facilité supplémentaire. Donc on a
tendance effectivement à les rechercher à chaque fois que l'on peut. C'est pas toujours facile de travailler avec des grands groupes comme nous, parce qu'on arrive toujours avec des juristes, des contrats, des exigences compliquées pour une petite entreprise, je le conçois bien. Mais il y a une volonté. Et dans certains cas, on a vraiment en plus une obligation de le faire. Nous avons des très très grandes commandes en Afrique du Sud ou au Maroc. Et là, nous avons pris des engagements d'achat de parts locales extrêmement importantes qui nous amènent à aider nos fournisseurs européens à venir s'implanter dans ces pays. Et les aider, c'est leur donner la visibilité suffisante pour qu'ils puissent investir. C'est éventuellement contribuer à partager la connaissance, la technologie pour leur faciliter la vie. Bruno, vous qui êtes en position de pouvoir bénéficier de ces bonnes volontés, qu'en dites-vous? Quelles conditions? Non, vous êtes installé localement. Oui, oui. Non, efficace. Je dirais que les grands groupes, ça dépend des hommes, ça dépend de ceux qui jouent le jeu. Certains jouent le jeu et ne s'imaginent pas ô combien il est agréable et rassurant de recevoir un bon de commande de Air France, de Total ou de Eiffage ou de Alstom ou de je ne sais quel autre grand nom de l'industrie française. Et il serait bien que dans nos gentlemen agreements entre grands groupes et PME, ces gens-là jouent un petit peu plus le jeu pour que cette synergie et cette meute que nous représentons dans une économie à l'étranger joue à plein son jeu. Je crois que le jour où un grand groupe se retrouve tout seul à l'autre bout du monde paumé, eh ben, il cherche un peu les béquilles et les appuis. S'il a autour de lui un faisceau d'entreprises françaises, il sera quand même un petit peu plus à l'aise pour naviguer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais ça ne peut pas être des contrats, ça ne peut être que entre hommes et jouer le jeu et des agréments entre nous. Et ça, c'est aux grands de savoir également mesurer les choses, parce que vous savez, quand un grand groupe comme Alstom décroche quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires en Afrique du Sud ou ailleurs, la PME française qui fait 1 milliard mais de francs CFA localement, elle reçoit un bon de commande de 20 millions, elle est très très heureuse et elle va faire le boulot très très bien et très vite. Voilà. Oui, mais j'ai eu l'impression en écoutant Thierry tout à l'heure que si lui, qui est l'homme de terrain, aurait tendance à faciliter ce genre de choses, au siège, il y a des juridiques et il y a des acheteurs qui n'ont pas les mêmes consignes. C'est ça un peu? Non, j'ai mal compris. Ah bah alors... Non, je dirais que on a aussi un système économique qui fait aujourd'hui que vous avez celui qui gère le risque industriel, qui gère la production, qui gère le marché, et derrière, vous avez toute une armée d'acheteurs. Vous avez une armée de légalistes. Et les conditions contractuelles de ces acheteurs et le traitement des données de ces acheteurs font que des fois, à la fin, la dernière question qui arrive, c'est la question du coût, malgré tout le cahier des charges qui a été fixé. Et ces acheteurs ont une évaluation qui est liée à ce qu'ils font gagner à leur groupe. Donc, et là, on oublie un peu la prise de considération franco-française, et on est dans un marché de compétition, parce que eux-mêmes, ces grands groupes, sont dans une compétition. Et donc, même s'il y a une volonté de faire travailler un environnement favorable, c'est plus dans le cas où on arrive dans un pays, dans un gros contrat, d'amener avec eux leurs sous-traitants, leurs prestataires habituels, avec qui ils ont l'habitude de travailler. Ensuite, une fois que c'est établi, où il y a un environnement qui offre ces services au niveau local, sans apport purement français, on est sur un système de concurrence qui est très 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 dur, parce que les groupes ont aussi leur ratio à faire respecter, et quel que soit le groupe qu'on a en face de nous. Donc je pense que c'est aussi la proximité des dirigeants des groupes français localement qui peuvent faire la différence, le rapprochement qu'on peut avoir. Vous savez, aujourd'hui on a un projet d'infrastructure au Sénégal qui est un gros investissement sur la construction d'un quai. Avant, le groupe Eiffage ne nous considérait pas en tant que prestataire. Aujourd'hui, le groupe Eiffage s'intéresse à nous parce que potentiellement, il peut récupérer le contrat de construction, mais nous aussi, on est obligé de passer par un appel d'offres. Mais je dirais que la qualité de la coopération qui peut se mettre en place, la réciprocité, est aussi une question purement locale qui peut être importante,
ou alors une coopération globale qui peut être mise en place entre le groupe et ses prestataires au niveau international pour limiter son risque industriel. Oui. Moi, je rebondirais là-dessus. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien face à notre concurrence. On n'a pas énormément de concurrents, mais on a un concurrent qui est suisse et on a essentiellement 2 autres concurrents qui sont anglais et allemands. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur la place de Genève, tous les traders qui travaillent sur l'Afrique, je crois qu'il n'y en a pas un qui ne travaille pas avec la société d'inspection suisse. Oui. Et quand on va les voir, c'est un fait, ils font travailler la société suisse. Aujourd'hui, je vais chez les traders français, je vais chez les industriels français, ils n'ont aucun problème à me dire qu'ils travaillent avec le Suisse. C'est compréhensible, on est dans un environnement de concurrence, mais aujourd'hui, quand on parle de l'équipe de France de l'export, quand on parle de notre déficit en termes de commerce extérieur, ça passe aussi par cette prise de conscience. Et à un moment donné, il y a du relationnel, il y a de l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se connaît, on va se favoriser avec des objectifs de résultats derrière. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Mais en même temps, il faut prendre conscience que ça passe aussi par ça. C'est une démarche personnelle. Oui, et puis il y a un état d'esprit. Quand on est suisse, on se comporte comme ça. Quand on est allemand aussi. Alors, je me demandais comment on pourrait faire naître un tel état d'esprit. Est-ce que ça doit passer par la politique, par les politiques? Les politiques ont insufflé une nouvelle manière de faire de la diplomatie à un moment donné. Est-ce que vous le ressentez sur le terrain à propos de l'Afrique? Est-ce que vous ressentez que toute la diplomatie française est différente? Puisque vous m'en donnez l'occasion, je profite. Oui, les politiques peuvent faire quelque chose. Quand un grand groupe récupère un marché avec un financement de plusieurs millions, centaines de millions d'euros de l'Agence française de développement, il peut très bien être prévu dans les accords de prévoir une infime partie, on ne demande pas l'aumône, mais quand même quelque chose, quand bien même l'entreprise doit faire travailler les entreprises locales, et bien que dans ces entreprises locales, il y ait une part réservée aux entreprises locales tricolores. C'est un exemple. Donc voilà, le politique peut jouer un rôle. Je ne suis pas sûre que ça ferait plaisir à Alstom. Ça gêne personne. Non, que quoi? Que le politique s'en mêle? Non, oui. Non, mais c'est vrai. Enfin, mais pas dans un contrat particulier. Mais ce que tu expliques est parfaitement vrai. Et je crois beaucoup à la section des conseillers de commerce extérieur dans un pays donné pour contribuer à faire naître l'équipe de France dans ce pays. Et la grande entreprise y rencontre la plus petite. Et c'est toujours un club extrêmement accueillant aux nouveaux arrivants. C'est même dans nos gènes que de parrainer les nouveaux arrivants. Donc, je pense que c'est une voie d'accès. Donc là, les sections des pays d'Afrique, au courant des gros contrats qui risquent d'arriver et être attribués à des sociétés qui n'ont pas automatiquement un CCE sur place, accueillent l'entrepreneur qui arrive, et l'accueillent, et puis lui font comprendre qu'il aurait intérêt à travailler avec les gens localement? C'est ce que l'on essaye de faire systématiquement. C'est assez facile pour nous, CCE, de réunir notre collège, de faire venir l'entreprise qui investit, qui va ne serait-ce que présenter son projet. On demande, attention, on ne demande pas des privilèges. On demande simplement d'être raisonnable et de ne pas écarter sous prétexte... Parce qu'il y a un peu ce réflexe-là. Hein. Je crois que la notion de synergie et de meute, elle est extrêmement importante. Alors, bien entendu, quand on est dans un grand groupe et qu'on est avec un cash flow énorme, on peut écouter uniquement les acheteurs qui vont dire attention, ratio, ratio, ratio. Mais au fil des années, au fil des décennies, on s'aperçoit qu'on perd des parts de marché, puis qu'un beau jour, on se retrouve tout seul. Alors que si on reste en masse, en meute, je prends l'exemple du Sénégal, où on représente quand même, grosso modo, 25% du PIB sénégalais, je peux vous dire que on est là et on est bien présent et on est en meute. Les CCE? Les entreprises, les CCE, on est 25 entreprises, mais les entreprises françaises, on représente à peu près 125 à 130 entreprises. Et on est quand même très soudés par un club des investisseurs. Et moi, j'y crois beaucoup. Oui, et l'investisseur qui arrive, ou celui qui voudrait exporter, a tout de suite accès aux dirigeants de ces entreprises. Il n'est pas entre les mains des acheteurs. Là, il peut exposer son projet d'entreprise à quelqu'un qui parle le même langage et qui va le comprendre. Quant aux acheteurs, je ne voudrais pas les défendre pour les défendre, mais ils n'ont pas que des objectifs de réduction de coûts. Ils ont aussi des objectifs d'organisation d'un écosystème industriel un peu plus complexe.
l'Afrique est un réservoir d'implantation de sous-traitants pour des ensembliers européens. Ce que, il y a 10 ans, on faisait avec l'Europe centrale, dont les coûts sont devenus les mêmes que ceux que l'Europe de l'Ouest, on peut le faire avec l'Afrique du Nord. C'est clair. Le Maroc en particulier est un très très bon exemple, un très bon lieu pour avoir les implantations industrielles qui permettent de rayonner, d'exporter vers l'Europe et d'exporter vers l'Afrique derrière. Voilà, mais il n'y a pas que le Maroc. On a beaucoup parlé des opportunités de l'Afrique actuellement. Maintenant, on pourrait peut-être parler aussi de la responsabilité des entreprises. Certains pays ont par exemple eu des politiques d'éducation et de formation cohérentes et du coup ils se trouvent avec un vivier de main-d'œuvre utilisable, d'autres beaucoup moins. Les États ne vont pas tout d'un coup résoudre le problème. Est-ce que les entreprises n'ont pas un rôle à jouer là-dedans? Alors, oui, parce que en plus les deux choses peuvent être liées aussi quelque part, parce que je vais vous expliquer une chose. Aujourd'hui, effectivement, le CCE est un moyen de rayonnement des entreprises françaises, de communication interne. Et aujourd'hui, l'ambassadeur de France, la représentation diplomatique, joue un rôle fédérateur aussi à ce niveau-là. La France a pris conscience que son rayonnement, ce n'est plus la coopération officielle et bilatérale, comme ça existait auparavant, mais c'est aussi le positionnement de ces entreprises. Son poids économique, son poids politique dépend du rayonnement de ces entreprises. Et on voit ces dernières années un repositionnement du rôle de l'ambassadeur auprès du secteur privé qui n'existait pas il y a 10 ans. À part quelques grands contrats de prestige sur lesquels on se battait, mais l'investisseur lambda, le Français qui avait une PME localement, n'était pas vraiment pris en considération. Aujourd'hui, la représentation diplomatique française et le changement de tutelle est un signe très fort au niveau du commerce extérieur. Parce que, pour moi, le ministère des Affaires étrangères et le rayonnement économique de la France sont étroitement liés. Les deux sont indissociables. La France n'a plus les moyens de sa politique. Donc c'est les entreprises qui l'ont pour elle. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est très important. On cofinance le 14 juillet aujourd'hui, dans les consulats ou dans les ambassades. Oh, dans beaucoup de pays, oui. Oui. Et avant, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc on fait partie du rayonnement. Ensuite, il faut savoir qu'on n'est pas au bout du chemin. Il y a encore des choses à faire. On parle de la formation. Pour nous, la formation des cadres et des techniciens est extrêmement importante. Trouver des électromécaniciens de qualité, trouver des cadres supérieurs, les former est un rôle majeur et est un enjeu pour nous. Alors, il faut savoir que, par exemple, j'ai un exemple sur le Congo. Le Congo, il y a 100 bourses qui sont données par la France tous les ans pour des gens qui doivent être formés pour la haute administration. Là, on a encore du chemin à faire parce que l'ambassadeur pourrait consulter les CCE qui sont sur place pour dire quels sont les besoins au niveau des entreprises. Qu'on forme une partie des étudiants sur la haute administration et qu'on en forme une partie pour le secteur privé. Et même nous, on serait capable d'amener des fonds pour compléter et pour augmenter ce nombre de bourses. Donc je pense qu'il faut aller bien au-delà. Et la France, en tant qu'État, les entreprises françaises ont un besoin et ont un rôle à jouer au niveau de la formation. Parce que le problème que l'on a aussi, c'est la diaspora qui ne rentre pas, qui est formée en Europe, ou qui est formée en France, et donc qui est qualifiée. Mais si nous, on prend le problème en amont et qu'on garantit à l'étudiant qui va partir, qui va retrouver un poste, un niveau de qualification avec une garantie de salaire et de conditions de vie, il reviendra. S'il part en France, il fait ses études, il a juste une bourse, il ne maîtrise pas ses conditions de retour dans son pays d'origine, il ne reviendra pas et ça sera très difficile. Vous savez, je prends le groupe Accor au Togo. Le groupe Accor au Togo, ils avaient besoin pour l'hôtel Mercure à Lomé, ils avaient besoin de Togolais, parce qu'il manquait de personnes qualifiées. Il a fait un peu le tour, il y avait 400 Togolais dans le réseau Accor dans le monde. Il avait largement de quoi je dirais, subvenir à ses besoins en tant que personnel. Mais là, les gens ne voulaient pas revenir, parce que quand ils sont partis par défaut. Et une fois qu'ils sont installés, qu'ils font leur vie ailleurs, et qu'on ne leur donne pas les moyens de faire une carrière, ou en tout cas que tout n'est pas préparé en amont, c'est extrêmement difficile. Et l'Afrique ne souffre pas de formation extérieure, elle souffre de formation locale, ça c'est important, mais elle souffre aussi de conditions de retour pour tous les gens qui partent à l'extérieur et qui ont du mal à revenir dans leur propre pays. Et enfin, le dernier point, c'est que, évidemment, si on se regroupe, il sera plus facile de financer et de mettre en œuvre cette formation, et aussi de développer l'expatriation africaine
dans les différents pays. C'est-à-dire que pour nous, il est intéressant d'avoir un expatrié sénégalais au Togo ou au Congo et vice-versa. C'est aussi ça l'avenir, parce que il faut aussi que ces gens-là nous apportent leur expertise et la connaissance de l'environnement. Ça leur donne des possibilités de carrière complètement différentes. Exactement, et c'est ça l'attractivité. Et c'est aussi des possibilités. Donc cette diaspora, l'Afrique souffre de la diaspora qui ne revient pas en termes de formation, en termes de qualité professionnelle. Et ça, c'est un vrai problème. Et nous, les entreprises, il faut qu'il y ait un moment une cohérence. Et l'État français peut jouer de lien dans ce cadre, cette cohérence. Et puis, on ne se posera plus les questions d'immigration, de gens qui restent en France ou pas, parce que nous, on sera prêts à s'engager sur l'avenir. Mais écoutez, je vous remercie tous beaucoup pour toutes ces informations pleines de richesse que nous avons pu échanger grâce à vous. L'émission va bientôt se terminer. Je voudrais quand même profiter des dernières minutes pour que vous, en tant que vieux briscard de l'entreprise en Afrique, vous donniez quelques conseils à ceux qui penseraient travailler en Afrique maintenant ou à ceux qui, comme Bruno Bouygues l'a fait il y a quelques années, décideraient de venir faire des choses là. Alors, peut-être Bruno, votre conseil de fin, et puis on va donner des conseils jusqu'à la fin. Comme le disait un de mes collègues il n'y a pas longtemps, déjà préparez bien vos voyages, prenez vos rendez-vous et ne boudez pas les autorités françaises, hein, le service économique régional quand même, les CCE, les chambres de commerce s'il y en a. Et je dirais que oui, l'Afrique est en croissance, mais on a bien dit qu'elle était à distinguer de pays à pays. Et oui, il y a un avenir en Afrique, mais avec des règles du jeu. Thierry, un dernier conseil pour la route ? Non, mais je crois que ce que tu viens de dire, je le partage tout à fait. J'ajoute que les grands groupes sont ouverts. Venez nous voir. On a peut-être quelque chose à vous apporter. David ? Par principe, faire des affaires, c'est pas sans risque. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, l'Afrique, c'est pas une aventure. C'est aussi un risque qui peut être calculé et qui est parfaitement rationnel dans le cadre de la recherche de croissance extra-régionale. Et sincèrement, l'expérience des autres, faut faire attention aux vendeurs de mirages. Vous aurez beaucoup d'opportunistes autour de vous qui sont capables de vous vendre des mirages. Donc, profitez de l'expérience. Le CCE est un réseau énorme. Les représentations diplomatiques sont là. Vous avez aussi les ambassades des pays dans lesquels vous implantez qui sont ici. Donc, c'est un risque, mais un risque calculé et qui peut être bordé dès le départ et qui peut être un fruit à récolter à long terme ou à moyen terme. Mais en tout cas, on n'est pas aussi... on n'est pas là pour faire des coups, on est là pour travailler à long terme et on est dans une perspective d'investissement. Donc voilà, le respect de sa parole est important parce que les Africains tiennent au respect de cette parole et c'est important. Et ensuite, vous avez plusieurs Afriques. Ne pas confondre l'Afrique du Nord avec l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Ce sont des cultures complètement différentes. Même en Afrique de l'Ouest, vous passez d'un pays à l'autre, vous avez des cultures complètement différentes. Donc, faut aller voir. Faut comprendre ce qui se passe. Et puis, sincèrement, quelqu'un qui a une bonne volonté, du bon sens, qui est raisonnable, pourra faire de très bonnes affaires en Afrique. Un petit conseil de Veritas, celui qui surveille ? Oui, on est là pour gérer le risque quelque part. C'est Oui. un peu notre métier. On est aussi là pour aider. Donc, s'il y a un message à passer, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous avez des partenaires, hein, que ce soit dans le transit, que ce soit dans la logistique ou dans l'inspection. Vous avez des gens qui sont à votre service pour vous aider à mieux comprendre, à cerner les risques et à vous conformer au mieux aux obligations et aux normes d'un pays que vous avez ciblé. Bruno, le conseil du dernier arrivant. Il y a chaque pays, mais il y a aussi les salons. Il y a quelques grands salons et quelques plateformes tournantes. Donc je pense par exemple, il y a beaucoup de salons à Dubaï pour toute l'Afrique de l'Est. Il y a en France un salon qui est très bon, qui est Batimat, avec beaucoup de monde qui vient d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Il y a le salon Promote aussi à Yaoundé, là pour toute l'Afrique centrale. Il y a plusieurs salons en Afrique du Sud. Donc je pense que si vous ne savez pas comment aller, allez faire un grand salon dans votre domaine et peut-être aussi une bonne carte d'entrée. Merci beaucoup. Merci à tous et puis bonne chance aussi pour l'Afrique et pour vous.